L'Iran avertit qu'il n'a même pas utilisé une fraction significative de ses capacités de missiles contre Israël pendant ces 12 jours. Mais Israël et les États-Unis se réarment. Les États-Unis envisagent même d'envoyer des bombardiers B-2 en Israël afin de se préparer à la prochaine phase de ce conflit avec l'Iran. Alors, Larry, quelle est votre analyse de la situation? Peut-être votre évaluation de la guerre de 12 jours et de l'état actuel des choses. Non, je considère cela comme une victoire pour l'Iran, car ils ont survécu à la tentative de décapitation. Vous savez, toute cette histoire d'enrichissement d'uranium et la prétendue quête de l'Iran pour une arme nucléaire, tout cela n'est qu'une distraction. C'est un leurre. Je pense que cela a bien plus à voir avec l'élimination de la République islamique et son remplacement par un régime qui serait docile, obéissant à l'Occident. Surtout parce que l'Iran occupe une position géographique et économique tellement stratégique, et qu'il fait désormais partie des BRICS. Qu'honnêtement, il est un membre bien plus important des BRICS que le Brésil ou l'Afrique du Sud, qui en étaient pourtant membres fondateurs. Et je pense même qu'on pourrait soutenir qu'il est plus important que l'Inde en raison des ressources en gaz naturel, en pétrole de l'Iran et de sa localisation. Mais il est clair qu'Israël a encaissé des coups en ce qui concerne les missiles. Le fait que leurs censeurs aient autant réprimé la couverture médiatique sur ce qui avait réellement été touché. Quand on y regarde de plus près, je dis toujours, comparez ce qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine au cours des 3 dernières années et 5 mois. Pendant cette période, la Russie a lancé de nombreux missiles balistiques, de nombreux missiles de croisière. Ils ont largué des bombes. Ils les ont frappés avec des dizaines de milliers de drones. Or, l'Iran est 3 fois plus grand que l'Ukraine, à la fois en superficie et en population. Donc, lorsqu'il s'agit d'échanger des missiles, l'Iran a fermé l'aéroport Ben Gurion. Israël n'a qu'un seul aéroport international. Il n'y avait aucun autre moyen pour les civils de partir. Alors que l'Iran disposait de 29 aéroports internationaux. Israël en a fermé 2. Il leur en restait donc encore 27 en fonctionnement. De même pour les ports. Israël ne disposait que des 2 ports d'Ashdod et de Haïfa. Ceux-ci ont été endommagés et ont cessé de fonctionner pendant la guerre parce que les compagnies d'assurance n'autorisaient plus les navires à y entrer. Du coup, Israël s'est soudainement retrouvé coupé des lignes d'approvisionnement aériennes et des routes d'approvisionnement maritimes. Ensuite, les raffineries, 2 raffineries endommagées. Elles étaient toutes 2 à Haïfa et Ashdod. Donc, d'un point de vue purement économique, Israël subissait des pertes bien plus lourdes que l'Iran. Je ne dis pas que l'Iran n'a pas subi de dégâts, mais l'Iran aurait clairement pu continuer. Et il s'agissait d'une sortie arrangée. Les États-Unis, vous savez, j'ignore les détails de qui a approché qui et quels accords ont été conclus. Mais vous savez, les États-Unis ont pu lancer leur attaque spectacle sur les 3 installations de traitement nucléaire. Et puis l'Iran a pu faire son numéro à la base aérienne d'Al-Udeid. Mais vous savez, il n'y a pas eu de mort massive d'un côté comme de l'autre. Donc je pense que l'Iran doit maintenant se préparer. Ce n'est pas fini. L'Occident va revenir. Israël en a l'intention, mais Israël seul n'en a pas la capacité. Il a besoin des États-Unis. Et donc de ce point de vue, je ne peux pas exclure la possibilité d'un faux drapeau. Il y a certaines personnes qui ont été déçues que l'Iran ait décidé d'accepter un cessez-le-feu. Mais quelle est votre évaluation de la situation à ce stade? Eh bien, vous savez, je pense que l'Iran est dans une position difficile. Et je pense que le dirigeant de n'importe quel pays est responsable de son peuple. On ne sait jamais quelle direction peut prendre une guerre. L'Iran faisait face à 2 puissances nucléaires. Et donc je pense que, lorsque l'occasion s'est présentée pour l'Iran de cesser les hostilités, il a saisi cette opportunité.
Je pense que c'était sage. C'est facile, quand on est assis ici sur la touche, de dire que quelqu'un d'autre, confronté à une attaque nucléaire potentielle, devrait continuer. Mais je pense qu'ils ont fait le choix le plus sage, je le pense vraiment. Et voici l'autre point important. Ils ont fait preuve d'un niveau de moralité et de responsabilité dans ce conflit, de sorte que les gens du monde entier les regardent et disent, eh bien, vous l'avez dit dès le début, si vous arrêtez de me tirer dessus, j'arrêterai de vous tirer dessus. Et vous avez continué à tenir parole. Donc je pense qu'à l'issue de cette situation, l'Iran est apparu, premièrement, comme étant tout à fait capable de se défendre. Et je pense qu'ils ont donné l'image d'être les adultes dans la pièce. Je crois que ça a été crucial pour l'Iran en ce qui concerne la manière dont ils traitent avec leurs alliés et la façon dont le reste du monde perçoit l'Iran. Et en interne, ils veulent, je vais le dire comme ça, parce que c'est quelque chose que mon père disait toujours, il faut savoir accepter une victoire. Quand ils se sont arrêtés, ils avaient infligé de la douleur, une douleur significative, aux parties les plus fondamentales d'Israël, leur recherche et développement, leur complexe militaro-industriel, leur capacité militaire, leurs bases, leur économie et leur technologie. Ils avaient donc infligé des pertes à leurs ennemis. Les États-Unis ont dû intervenir et faire semblant de bombarder pour pouvoir se retirer. Partout dans le monde, les gens disaient « Waouh, vous avez vraiment réussi à mettre une sacrée raclée à Israël. » Les gens dans leur pays commençaient un peu à se serrer les coudes en disant, vous savez, certains d'entre nous étaient peut-être un peu énervés contre le gouvernement. Mais vous savez quoi? Je viens de voir un sondage où maintenant 67% des Iraniens disent qu'ils sont fiers des capacités de l'Iran en matière de missiles et de drones. Donc à ce moment-là, ils avaient remporté une victoire. C'était intelligent. Ils ont saisi cette victoire. Ajoutez à cela qu'ils savaient à ce moment-là, comme disent les Chinois, qu'ils ont une très longue lance, mais un petit bouclier, n'est-ce pas? Ils savaient qu'ils pouvaient infliger des dégâts, mais qu'il y avait des failles dans leur système de défense aérienne. Cela leur a donc donné l'occasion de remporter une victoire chez eux, une victoire à l'étranger, d'infliger des pertes à leurs ennemis, et maintenant d'avoir le temps de se regrouper, car ils savaient que ce n'était pas simplement terminé. Ça ne l'est pas. Mais ils avaient l'opportunité de se réorganiser, de rencontrer certains de leurs alliés, de renforcer leur système de défense aérienne, et peut-être de faire d'autres choses nécessaires, comme construire davantage de missiles pour pouvoir se défendre. Donc je pense que, pour de nombreuses raisons, c'était une décision très judicieuse de la part des Iraniens. Et je dirais aussi ceci, pour riposter contre les Iraniens, je pense que les États-Unis doivent le faire, car Israël est désormais vraiment un tigre de papier. Leurs bases ont été éclaboussées. Leur capacité à raffiner du carburant, du kérosène et tout ce dont ils ont besoin est extrêmement entravée. Ils ont subi tellement de dégâts en ce moment. Leur capacité à fabriquer des missiles et des composants nécessaires à certains de leurs systèmes, le Rafale, leur grand système et les systèmes Elbit, les deux ont été touchés. Donc, je pense qu'ils ont réussi à paralyser Israël, au point qu'il faudra presque que les États-Unis interviennent et attaquent, parce qu'Israël ne le pourrait pas. Je veux dire, si Israël commençait, dans 10 jours de plus, eh bien, ils ont tenu 12 jours, et ils ont été anéantis. Encore 12 jours. Et c'est fini pour Israël, si ce n'est pas déjà le cas. Je pense qu'ils ont été avisés, et je pense qu'ils se sont vraiment très bien défendus dans ce conflit. Compte tenu de ce qu'a dit Garland et de ce que Larry répète, peut-être pourriez-vous évaluer l'aspect militaire de tout cela. Comment cela s'est déroulé et comment cela a fini par prendre la tournure que l'on connaît. Parce que, même très tôt dans les échanges, l'opération Vraie Promesse 3,
et bien sûr les frappes israéliennes, il y avait des rapports selon lesquels Israël manquait de défense aérienne, puis il y a eu le cessez-le-feu après le 12e jour. Donc, quelle est votre analyse de ce qui s'est passé là-bas? Eh bien, lorsqu'on parle de guerre, il y a deux choses à considérer. Premièrement, pour citer l'ancien Karl von Clausewitz, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Il faut donc examiner quel était l'objectif politique et pas seulement l'action militaire. Ensuite, il y a un vieil adage. Aucun plan ne survit au premier contact avec l'ennemi. Peu importe ce qu'Israël, les États-Unis et l'Iran imaginaient qu'un conflit donnerait, cela s'est finalement déroulé de manière totalement différente. Si l'on considère la guerre comme extension de la politique par d'autres moyens, l'objectif déclaré d'Israël en attaquant l'Iran, du moins au départ, était de détruire sa capacité à produire des armes nucléaires. Et cela, bien sûr, était l'objectif déclaré des États-Unis. Mais Israël a depuis reconnu qu'il y avait un aspect de changement de régime dans cette opération. En effet, leur attaque surprise, lancée dans la nuit du 12 juillet, visait la haute direction, en particulier la direction conservatrice d'Iran, y compris Ali Khamenei, le guide suprême. Les Israéliens ont reconnu qu'ils tentaient de le tuer. Ils ont frappé certains endroits où ils pensaient qu'il se trouvait, mais il n'y était pas. Ils ont continué à le traquer sans parvenir à le trouver. Trump s'est vanté de savoir où se trouve Khamenei et qu'on pourrait le tuer à tout moment, s'est-il vanté. Pourquoi? À moins que le changement de régime n'ait été l'objectif visé. Et ils ont échoué. Donc cet objectif a échoué. D'un point de vue militaire, si le véritable objectif des Israéliens était de faire s'effondrer le régime, ce qui semble être le cas, il suffit de regarder leurs frappes de décapitation. Et je tiens à rappeler aux gens que c'est une façon euphémique de dire meurtre, car il s'agissait d'une attaque surprise lâche. Et j'insiste sur le terme lâche. C'est de la perfidie, la définition même de la perfidie. Les États-Unis étaient engagés dans des négociations avec l'Iran, des négociations de bonne foi de la part de l'Iran, qui auraient permis de traiter l'ensemble des préoccupations d'Israël et de l'Amérique concernant les armes nucléaires. Un traité, plus une fatwa, mais un traité. Et les traités, les gens le savent, comportent des mécanismes de vérification intégrés. Donc ce n'était pas simplement « nous allons signer un traité, faites-nous confiance ». C'était plutôt « nous allons signer un traité et vous aurez des mécanismes de vérification en place pour garantir que ce traité est exact et respecté ». L'Iran était prêt à faire cela, y compris apparemment à autoriser la présence d'inspecteurs américains sur le terrain en Iran. C'est très important. Très important. Ils avaient été interdits. Les inspecteurs américains n'étaient pas autorisés à faire partie de l'AIA. Et maintenant, l'Iran dit, nous comprenons qu'il est nécessaire de le faire. Élimination de l'uranium enrichi à 60%. Réduction des capacités d'enrichissement en cascade excédentaire. Nous pourrions continuer ainsi indéfiniment. L'Iran agissait de bonne foi et se préparait à une 6e manche décisive. Et Israël a dit « oui, nous sommes d'accord avec cela ». Puis ils ont lancé leur attaque. Il s'agissait d'une attaque contre des hommes qui dormaient chez eux avec leur famille. Ce n'est pas une traque contre le méchant général iranien qui travaille dehors, complotant pour détruire le monde. C'est un homme chez lui avec sa famille, en train de dormir lorsque les Israéliens ont frappé, tuant non seulement plusieurs de ses officiers, mais aussi leur famille. Parfois, s'ils ne disposaient pas de renseignements précis sur l'immeuble où ils habitaient, ils bombardaient simplement l'immeuble entier, tuant tout le monde à l'intérieur, y compris toutes les autres femmes et enfants innocents qui vivaient dans ce bâtiment. C'était donc un acte lâche commis par les Israéliens. Et cela n'a pas fonctionné. La guerre est une extension de la politique par d'autres moyens.
L'objectif politique était un changement de régime, et cela n'a pas marché. Vous avez vu les Israéliens, après leur tentative de changement de régime, essayer de faire pression sur les Iraniens en disant au président modéré survivant « Laissez-nous simplement terminer la destruction de vos installations nucléaires et tout sera fini. » Et l'Iran a répondu « Non, cela n'arrivera pas. » Et ils ont riposté. Pour les Iraniens, ils avaient un plan en place. Ce plan existe depuis 2005, 2006, du moins c'est à ce moment-là qu'il a commencé, à l'époque où ils craignaient que les États-Unis ne mettent en œuvre la déclaration de Wesley Clark sur 7 nations en 7 ans. L'Iran était la 7e nation sur cette liste. Et du point de vue iranien, il semblait que les États-Unis allaient passer à l'action. Si l'on se souvient, au mois de mars 2006, pendant la célébration de, je crois que c'est Nowruz, la fête, l'Iran a mis le pays à l'arrêt et s'est mis en posture de guerre. Mais l'attaque n'a pas eu lieu. Mais dans le cadre de leurs préparatifs, l'Iran a divisé son territoire en 57 districts militaires différents, chacun étant prêt à mener une résistance indépendante pendant jusqu'à 2 ans. Cela signifie que si une décapitation avait lieu, l'Iran ne s'effondrerait pas. Le pays est conçu pour continuer à fonctionner même sans instruction de Téhéran. Et l'Iran a continué à s'enterrer, à renforcer beaucoup de ses villes souterraines. Vous voyez les villes de missiles, etc., qui sont intégrées dans un district militaire afin que ce district puisse poursuivre des opérations offensives contre Israël ou des cibles occidentales de sa propre initiative. Il n'a pas besoin de Téhéran. Ce système était donc en place, puis Israël a frappé, et ce plan est tombé à l'eau. Vous savez, le plan du régime israélien est tombé à l'eau. Il n'a pas survécu. La résistance iranienne, avec des frappes massives de missiles visant à anéantir totalement Israël, cela ne s'est pas produit. L'Iran a été durement touché. Ils ont perdu leur défense aérienne. On ne sait pas combien de leurs missiles ont été détruits, mais on sait que les Israéliens visaient des dépôts de missiles. Certains de ces endroits brûlaient très fort, avec des variations dans l'intensité des flammes, ce qui laisse penser que des éléments comme des moteurs de fusée brûlaient là-bas. Donc l'Iran a dû s'adapter, et ils l'ont fait. Israël a fait quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Enfin, personne, je ne vais pas m'attribuer tout le mérite, mais je me souviens, je parlais avec le professeur Mirandi juste après l'assassinat de Haniyeh. C'était peut-être dans ton émission, Denis. Et j'ai dit, vous savez, ils viennent d'utiliser un drone pour assassiner un haut responsable du Hamas à Téhéran le jour de l'investiture. Cela signifie qu'ils peuvent tuer qui ils veulent, quand ils veulent. Tu comprends? Et je lui ai dit franchement que l'attaque qui aura lieu contre l'Iran sera une frappe de décapitation. Elle commencera par une frappe de décapitation. Et Israël vient de vous montrer comment ils vont s'y prendre avec ces drones. Il m'a répondu, « Ah, ne t'inquiète pas, on gère tout ça. » Eh bien, vous ne l'aviez pas sous contrôle. Les Israéliens ont utilisé des drones pour mener une décapitation, et vous n'étiez pas prêts. Et quand vous l'avez découvert, vous avez réalisé que les Israéliens, c'était pas juste 1 ou 2 drones, ils avaient des usines entières de drones. Ils disposaient d'entrepôts remplis de dizaines de milliers de drones partout dans le pays, et ils les ont utilisés très efficacement pour démanteler le système de défense aérienne iranien. L'Iran se retrouve donc confronté à une situation où il tente de mener une campagne basée sur des missiles balistiques contre Israël. Mais il doit faire face au fait que les avions et drones israéliens sont capables de pénétrer en Iran et de commencer à traquer ces missiles. Cela modifie également la stratégie et les tactiques. Enfin, la dernière chose que les Israéliens ont réussi à faire, c'est de pouvoir voler depuis la Syrie vers le nord de l'Irak, remonter vers l'Azerbaïdjan, puis attaquer Téhéran en arrivant par la mer Caspienne.
La défense aérienne iranienne n'était pas prête à cela. Et les Israéliens ont pu infliger des dégâts extrêmes à l'Iran en les frappant très durement. Donc du point de vue iranien, oui, ils frappent les Israéliens. Ils se sont ressaisis. Ils ont réussi à lancer la campagne, ils recueillent des renseignements, ils frappent les cibles qu'il faut toucher, et Israël subit des pertes. Mais l'Iran en subit aussi. Et les Israéliens avaient quelques astuces. Ils ont pénétré dans l'installation de communication sécurisée iranienne et ont réussi à attirer des responsables iraniens dans des lieux connus avant de les frapper avec une bombe, tuant ou blessant ainsi plusieurs officiers. Du point de vue iranien, il s'agit d'une guerre qui échappe rapidement à tout contrôle. L'Iran ne contrôlait pas ce conflit. Il contrôlait les frappes contre Israël, mais il ne maîtrisait certainement pas ce qui se passait à l'intérieur de l'Iran. Et c'est une situation dangereuse. Les Israéliens, de leur côté, n'étaient pas non plus en contrôle. Ils pouvaient bombarder l'Iran, mais ils se faisaient pilonner. Ils n'étaient pas en contrôle. Les deux camps étaient comme des boxeurs groggy, désespérés que le combat soit arrêté. Et le combat a été arrêté. Alors, où en sommes-nous maintenant? Je pense que l'Iran a l'avantage, d'abord parce qu'il conserve la capacité de frapper Israël. Et il n'y a rien que les Israéliens puissent faire pour empêcher cela. Aucun déploiement de système de défense antimissiles balistiques ne changera le fait qu'Israël disposait de tous les systèmes de défense antimissiles balistiques nécessaires pendant ces 12 jours, et ils n'ont pas pu arrêter les Iraniens. Mais maintenant, les capacités de drones du Mossad ont été anéanties, donc ils n'auront plus cet atout. Vont-ils sortir autre chose de leur chapeau? Je ne sais pas. Il leur a fallu 10 ans pour mettre en place cette capacité. Ils ont perdu une capacité énorme. C'était censé être le coup de grâce, et cela a échoué. Le détour par l'Azerbaïdjan, cela ne fonctionnera plus. L'Iran s'est tourné vers la Chine, et si les informations sont exactes, ils vont recevoir 40 chasseurs J-10. Ce sont des chasseurs avancés, avec des systèmes sophistiqués, des radars de pointe, et vous effectuez une patrouille aérienne de combat au-dessus de la mer Caspienne. Tout ce qui entre dans la mer Caspienne sera abattu. Donc les Israéliens perdent cet avantage. J'imagine que les Iraniens remettront leur système de défense aérienne en service s'ils sont intelligents. Et je crois qu'ils font partie des peuples les plus intelligents au monde. Vous savez, le premier jour, quand ils se réveillent et se disent « mince, les Israéliens détruisent tous nos radars », au lieu de s'entêter et de tout déployer, je pense qu'ils ont choisi de tout retirer, de préserver autant que possible, jusqu'à ce qu'ils comprennent ce qui se passe, parce que tout explose autour d'eux. Donc, je pense que l'Iran va réévaluer ce qu'il faut faire. Vous n'aurez plus ce coup de grâce. Et je pense que s'il y a un futur conflit, Israël va de nouveau se faire écraser. Il n'y a rien qu'il puisse faire pour l'empêcher. Et la capacité d'Israël à nuire à l'Iran sera fortement réduite. Je dirais simplement ceci. Ce qui a été démontré à travers tout cela, c'est que le mythe de l'invincibilité israélienne a été détruit. Et le mythe de la puissance militaire américaine a également été entamé. Vous savez, nous n'avons pas pu arrêter les Houthis. Nous avons lancé ce seul raid contre l'Iran, puis nous avons arrêté, et nous nous en sommes attribués le mérite. Encore une fois, comme Trump l'a dit, ces Houthis ont capitulé. Mec, ces Iraniens ont capitulé. Mais en réalité, ce n'était pas l'Iran qui demandait le cessez-le-feu, c'était Israël. Donc je suis d'accord avec Scott sur le fait que l'Iran a subi des dégâts importants. Mais c'est un pays bien plus grand, il peut encaisser, tout comme un grand peut encaisser plus de coups d'un enfant qu'un enfant ne peut en encaisser d'un grand. Et c'est un peu le même principe. Garland, quelle est donc votre évaluation, compte tenu de tout ce dont nous avons parlé concernant Israël et l'Iran? Bien sûr, la guerre d'agression menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, et la possibilité qu'une nouvelle phase
une nouvelle escalade se profile à l'horizon? Eh bien, plusieurs choses. Je vais dire ceci. Nous savons que beaucoup de pays, la Russie par exemple, ne veulent pas que l'Iran possède l'arme nucléaire. Et avec beaucoup de pays, en particulier la Russie, qui je pense est, vous savez, un allié de l'Iran, la question n'est pas de savoir si l'Iran a le droit de l'avoir, ce qui, d'accord, pourquoi pas? Et s'ils ont été attaqués ou non, d'accord, c'est un argument recevable. Le problème que la Russie a, et que beaucoup de gens partagent, c'est celui-ci. Pour la sécurité globale du monde, si l'Iran en obtient une, alors l'Arabie Saoudite qui en a les moyens va dire nous devons en avoir une aussi. Bien sûr, la Turquie devra aussi en avoir une. Et ce que vous allez avoir, c'est un Moyen-Orient vraiment fortement doté en armes nucléaires, ce qui est un problème. Je sais, oui, Israël en possède une. Eh bien, nous devrions essayer d'aller dans l'autre sens, pas vers l'avant. Donc je pense que beaucoup de pays ne se demandent pas seulement si l'Iran devrait avoir la possibilité de se défendre avec une arme nucléaire. C'est que si cela arrive, alors... Et il y a des pays comme voici l'un des sujets de discussion. S'il y avait une grande guerre, certains de ces pays comme les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite pourraient potentiellement tomber. Parce que vous avez des pays où 98% des gens, les gens dans la rue, soutiennent les Palestiniens, mais où le gouvernement suit en quelque sorte l'Occident et aide à défendre contre les missiles qui arrivent en Israël, etc. Ce qui signifie que dans une grande guerre, certains de ces pays pourraient tomber. Beaucoup de gens ont dit, écoutez, qui sait si ces pays vont même rester solidaires avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Ce que vous pourriez finir par avoir, ce sont des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, dotés de missiles et de gouvernements totalement instables, peut-être de type ISIS, qui sait. Et maintenant, ils obtiennent des missiles. Vous ne voulez tout simplement pas que ces choses arrivent. Donc, indépendamment du droit de l'Iran à se défendre, il y a beaucoup d'autres facteurs que des pays comme la Russie et d'autres grandes puissances prennent en compte. Ils se demandent comment faire en sorte que la prolifération nucléaire ne devienne pas incontrôlable. Et je pense que c'est une façon responsable de voir les choses. Mais quand je regarde les attaques, l'un des sujets de discussion, quand on parle de l'option Samson, des États-Unis faisant quelque chose comme utiliser une arme nucléaire, la fermeture du détroit d'Ormuz, exactement. Et c'est ça, l'Empire américain. La question devient, est-ce que l'Empire américain avalerait une pilule empoisonnée, une pilule suicidaire? Oui. Dans beaucoup de ces cas, il y a des choses qui pourraient arriver et qui anéantiraient, pour reprendre l'un des mots préférés de Trump, toute l'économie du monde occidental. Et à ce moment-là, on n'est plus vraiment un empire. Je ne sais pas ce qu'on est, mais je dis toujours ceci. La plus grande peur des élites dirigeantes, c'est toujours le soulèvement interne, une révolution, que le peuple devienne tellement fou qu'il commence à tout détruire et à tout brûler. Quoi qu'il en soit, les États-Unis, aussi choyés que soient les Américains, ils sont en colère en ce moment parce que les choses ne vont pas très bien économiquement. Et si demain ils se réveillent et que l'essence coûte 13 $ le gallon, qu'il y a de l'hyperinflation et qu'il faut une brouette pleine de billets, juste pour acheter une brouette afin de transporter son argent, alors tout va s'effondrer. Donc je pense qu'il y a certainement une inquiétude parmi ceux qui dirigent ce pays. Il faut avancer prudemment. Car est-ce qu'on veut vraiment dire qu'on croit tellement à tout cela qu'on est prêt à anéantir toute l'économie occidentale? On perdrait le pouvoir, on pourrait être tué. Tout ce qui fait la grandeur de cet empire, toutes ces choses que nous trouvons si formidables, pourraient disparaître. Donc je me pose toujours la question de savoir si les États-Unis feront vraiment quelque chose d'aussi suicidaire. Certains disent qu'on va balancer une bombe nucléaire sur un tel, ou attaquer la Russie ou autre. Je pense que
La dernière chose qu'ils veulent faire, c'est avaler une pilule suicidaire. Mais encore une fois, on ne sait jamais. Je vais le dire comme ça. Si vous êtes de l'autre côté de cette pilule suicidaire, vous ne pouvez pas vraiment dire avec certitude s'ils le feront ou non. Ce que je pense, c'est ceci, et c'est ce qui me revient sans cesse quand les gens disent qu'Israël se prépare à attaquer l'Iran à nouveau. Israël a vraiment essuyé de lourds coups. Et Israël, tel que nous le connaissions, n'est plus le même Israël. Si toutes vos bases ont été durement touchées, si vos raffineries ont été gravement endommagées, si les infrastructures qui produisent vos missiles, vos chars et tout le reste sont anéantis et que vous essayez de les reconstruire en 12 jours, allez-vous revenir en disant « Cette fois, il va falloir qu'on les attaque. Cette fois, on n'aura pas 12 heures sans système de défense aérienne pour pouvoir tous les frapper. » Et cette fois, ils ont eu le temps de se préparer à certaines de nos tactiques et à certaines des choses que nous faisons. Donc, nous allons y aller maintenant et nous allons les affronter directement. Nous n'aurons pas le même succès et nous savons qu'ils vont nous attaquer dès le premier jour, peut-être même plus violemment. Donc si après 12 jours nous commençons un peu à céder, littéralement, l'Iran est 68 fois plus grand qu'Israël. Israël ne peut pas mener une guerre d'usure contre quelqu'un 68 fois plus grand que lui. Que vont-ils faire après encore 12 jours? Ils ont failli être détruits en 12 jours. Donc d'accord, ils vont attaquer à nouveau et dans 12 ou 14 jours, sans parler du fait que les dégâts causés en 12 jours seraient exponentiels sur la période suivante. Ce ne serait pas simplement la même quantité de dégâts tous les 12 jours. Ce serait comme un boxeur qui se fait une coupure. Quelqu'un continue de toucher à cette blessure. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça va empirer et saigner tellement que la personne devra sortir, non? 12 jours de plus seront 10 fois pires que les 12 premiers jours. Je ne vais pas dire qu'ils ne le feront pas. Ils pourraient. Je ne sais pas. Je ne vois pas comment Israël pourrait le faire. Je pense que les États-Unis devraient le faire. Et je ne sais pas. Je pense que Trump a vraiment eu peur à cause de certains partisans de MAGA qui paniquaient. Je pense qu'il a vraiment eu peur du risque de fermeture du détroit d'Ormuz. Beaucoup de gens le souhaitent. Est-ce que Trump prendra la décision de reprendre une part du gâteau? Je ne suis pas sûr qu'il le fera, ou que la personne qui prend la décision le fera. Je ne suis pas sûr qu'ils voudront revenir sur cette voie. Peut-être qu'ils le feront. Je ne sais pas. Je ne suis pas totalement sûr qu'ils le feront. Eh bien, 2 bombardiers envoyés en Israël feraient-ils une différence? Envoyer des bombardiers B-2 à Israël est un acte de trahison. C'est insensé. Il y a 2 membres du Congrès américain complètement fous qui en parlent. Le bombardier B-2 est un système d'armes stratégique, hautement classifié. L'idée que nous puissions le donner à Israël est tout simplement ridicule. Je veux juste rappeler aux gens de ne pas oublier l'USS Liberty. Mais ce n'est pas le pire de ce qu'Israël a fait. Israël nous espionne tout le temps, nous trahit. Allez, faites des recherches sur le chasseur Lavi. L-A-V-I. C'était la réponse d'Israël au F-16. Ils allaient produire leur propre avion de chasse, mais ils se sont largement inspirés du projet F-16. Nous leur avons fourni cette technologie à condition qu'elle reste en Israël. Et voilà qu'un chasseur Lavi se retrouve en Chine, dans un centre de recherche et développement, en train d'être rétro-conçu par les Chinois. Israël a conclu un accord secret avec la Chine. Israël nous trahit tout le temps. Vous savez, Jonathan Pollard était un espion qui a été arrêté dans les années 1980. Il a remis à Israël les joyaux de la couronne de la communauté du renseignement américain, c'est-à-dire un livre qui contenait toutes les fréquences que nous interceptâmes, les codes que nous avions déchiffrés, ceux que nous n'avions pas pu déchiffrer, le temps qu'il avait fallu pour les casser, etc. Tout ce qu'un ennemi aurait besoin de savoir
pour se protéger de notre renseignement d'origine électromagnétique. Il a donné ce livre aux Israéliens. Ensuite, les Israéliens l'ont vendu aux Russes en échange de conditions favorables d'immigration. Les Israéliens trahissent l'Amérique en permanence. La CIA et le FBI ont longtemps affirmé, et ce sont des rapports qui sont étouffés, que la principale menace d'espionnage à laquelle les États-Unis font face aujourd'hui est le gouvernement israélien. Ils nous espionnent tout le temps. Si vous vous souvenez, il y a eu une controverse autour de l'AIPAC à l'époque où, je crois, Rosen et Franklin, deux membres de l'AIPAC, ont été arrêtés et enquêtés pour espionnage. Ils transmettaient des informations classifiées du Pentagone via l'AIPAC à un responsable consulaire israélien. Ils espionnent, c'est ce qu'ils font. La Maison-Blanche de Barack Obama a été complètement infiltrée par des dispositifs d'écoute technique. Autour de la Maison-Blanche, il y a des dispositifs d'écoute technique partout, installés par Israël, visant à collecter des informations sur le président des États-Unis, sur l'autorité de prise de décision du commandement national. Israël est notre ennemi. Ce ne sont pas nos amis. Et vous voulez leur donner des bombardiers B-2? Vous êtes fous? Ce bombardier B-2, ces informations classifiées concernant le bombardier B-2 seront vendues à nos ennemis avant même que vous ne vous en rendiez compte. Ou à nos ennemis potentiels, nos adversaires potentiels, les personnes contre lesquelles nous construisions ce bombardier. Je pense donc que c'est un acte de propagande absurde, mais c'est aussi un acte de trahison, et il devrait être traité comme tel. Ces personnes devraient faire l'objet d'une enquête. Pourquoi essayez-vous de donner certaines des technologies les plus hautement classifiées de l'arsenal des États-Unis à Israël, sachant qu'Israël a déjà vendu ces informations pour servir ses propres intérêts? Israël n'agit pas dans l'intérêt des États-Unis. Israël n'agit que dans l'intérêt de...